Excuse-moi, je te pose une petite question. T'es pas un petit peu vieux encore? Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo de présentation du club ULM de Caen, Carpiquet. Alors c'est l'ASPTT de Caen. Le nom déjà je me rappelle plus parce que je suis pas... Côte de Nacre, voilà. On est avec mon ami Bernard. Bonjour Bernard. Voilà. Donc il va nous présenter le club où il vole. Il fait l'instruction ici. Il développe énormément le club parce que moi quand je les ai connus maintenant ça va faire je sais plus quelques années. Ils étaient plus... enfin ils étaient pas comme aujourd'hui, ils sont vachement développés. Je peux vous dire que si vous cherchez un club dynamique dans la région pour aller voler, c'est ici que ça se passe et c'est clair que c'est super intéressant. Allez, c'est parti. Donc on a sorti les machines. Alors on va pas représenter le D24 mais c'est effectivement une machine du club qu'ils ont avec laquelle ils font de l'école. Tu me dis Bernard, tu me corriges si je me trompe parce que je veux pas dire de bêtises. C'est une machine qui fait maintenant, tu m'as dit tout à l'heure, qui fait effectivement du vol école et du vol voyage pilote, ouais. Si on veut louer la machine, d'accord. Comme on va parler de un peu, on va donner le maximum de détails. La question qui revient souvent, ça vole à combien de l'heure cette machine? Le prix? Le prix, actuellement, nous, on arrive à se tenir à 87 € de l'heure en prix du vol. 87 € de l'heure, ah oui, c'est super avantageux, c'est super intéressant. On fait ça parce qu'on assure toute la maintenance, aussi bien mécanique, électrique. Oui, c'est tout compris. En gros, tu viens mettre tes fesses sur le siège et puis voilà, tu mets la monnaie dans la tirelire et on est parti, quoi. Donc après, on a votre autre machine, on va dire ça comme ça. C'est un Aeropract A22. Moi, j'avais volé sur l'A32, je me rappelle. J'avais eu un super souvenir. J'ai jamais volé sur l'A22, mais je doute pas que ça doit être une excellente machine aussi. Vous avez un taux horaire qui est différent sur les deux machines ou pas du tout? On a ramené ça au même taux maintenant. Je sais que certains clubs, par exemple, tu sais, il y a une machine de début d'école. C'est un peu le cas du A22. D'accord, et après une machine où tu t'as un peu plus avancé, tu passes sur une autre machine. Et en fait, c'est paradoxal parce qu'il est, pour moi, un peu plus exigeant de voler sur le A22. Pour moi, le D24 est plus facile. Ouais, bah alors, il y a deux écoles. Voilà. Non, mais je sais que de toute façon, bien sûr, bah tu sais, c'est clair. Mais moi j'ai envie de dire, avec tous les instructeurs et tous les clubs que j'ai eu la chance de visiter, pour moi il y a l'école de faut une machine qui est exigeante, faut mettre du pied, faut qu'il y ait du lacet inverse et blablabli et blabla. Et puis il y a la philosophie de une machine qui est facile à utiliser, qui se pose dans tous les cas de figure, que tu fais n'importe quoi, la machine elle va toujours bien. Pour moi c'est sécurisant, cette machine étant un peu plus, disons, technique d'un certain côté. Je sais que quand ils vont passer sur l'autre, ils auront une sécurité supplémentaire. Donc d'accord. Quand je lâche quelqu'un, j'aime mieux après qu'il passe sur le D24 pour garder celle-ci plutôt en début d'école. D'accord, ok. On l'avait déjà dit, mais toi Bernard, donc tu es instructeur ici. Tu as quelques milliers d'heures de vol, bon, voilà, donc ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Tu es instructeur depuis combien de temps Bernard? Pas une dizaine d'années. Ouais, pas loin de 10 ans, donc voilà, donc on peut dire que tu sais de quoi tu parles. Bah, je fais un peu plus de 200 heures de vol par an. D'accord. C'est-à-dire pas loin de 450 vols en école. Excuse-moi, je te pose une petite question, bon t'es pas obligé d'y répondre, c'est toujours la question qui fâche. T'es pas un petit peu vieux encore pour être instructeur? Oh si, je suis un peu vieux, mais j'ai repassé mon contrôle là. T'as repassé ton contrôle et ils t'ont dit que c'était bon. Ils étaient bons. Bon, bah nickel. Non, ils m'autorisent encore. D'accord, non mais c'est cool. Non mais parce que souvent c'est vrai qu'on parle de l'âge et un facteur, mais je pense qu'il y a aussi une histoire de bien câblé. Et forcément, si t'es pas bien câblé déjà, enfin ça c'est moi qui le dis, quand t'as 30 ans ou quand t'as 40 ans, ça ira pas mieux avec l'âge. Il faut avoir un peu de chance que la nature te permette de pas non plus... Bon, je ne bois pas, je ne fume pas. Ouais, voilà, d'avoir une bonne hygiène de vie. Voilà, mais malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui, ça ne suffit pas pour qu'ils restent en bonne santé. Mais bah oui, c'est clair. Bon, on touche du bois, on touche de la peau de singe, ça marche bien. Bon, bah nickel. Donc après, là, on est sur une magnifique restauration, un petit Piper. C'est une machine de propriétaire. Ils ont mis 5 ans à la construire. Alors, construire ou rénover? En fait, ils sont partis d'une cellule qui était abîmée, ils ont tout refait dedans. On peut considérer qu'elle est comme neuve. Enfin, moi, je le vois d'extérieur, je sais pas si voilà, mais elle est super propre. Alors on peut regarder un peu plus près, mais par exemple le moteur, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien, c'est vraiment incroyable. Ouais. Donc là c'est votre fameux hangar, hein. Oui. Fameux hangar avec une porte, ça m'avait toujours, j'ai trouvé ça toujours incroyable, c'est la porte qui se ferme automatiquement. Alors ça a été fait pour une raison très importante, c'est qu'ici notre A22 est qualifié pour en fait les vols handi. Ah, c'est les... D'accord, ok. Vous pouvez accueillir les fauteuils roulants. Les fauteuils roulants, on a même d'ailleurs actuellement un pilote qui a presque fini son cursus pour être pilote
Andy sur cette machine. Il est obligé pour pouvoir sortir l'avion d'avoir une porte qui s'ouvre plus facilement quoi. D'accord, ok. Ah bah ça c'est top. Donc on fait un petit tour rapide de l'atelier. Bon bah là c'est la remorque avec la citerne. Donc là vous avez clin d'œil à mon ami Fred. Je la mettrai en lien dans la vidéo. Il n'y a pas besoin de la mallette à Fred pour ravitailler. Vous avez carrément la petite remorque avec le petit pistolet qui va bien. Et comme ça, on peut faire le plein de carburant sans aucun problème. La petite tondeuse, même s'il n'y a pas grand chose à tondre, parce qu'effectivement là, on peut le rappeler rapidement Bernard, mais on est quand même sur l'aérodrome de Caen-Carpiquet. Donc on est bien d'accord, on est sur l'aérodrome. Ça veut dire qu'en fait, on est avec des ULM, mais sur l'aérodrome, il y a des avions qui décollent. Et quand je dis des avions, alors c'est vraiment des gros avions. Enfin des gros avions, c'est pas des A380, mais c'est. Alors là, il y en a pas, on n'a pas de chance, ils ont tous décollé. Il y a 2 compagnies, je crois. Il y a Hop qui est là, bien sûr. D'accord. Il y a Hop et il y a Volotea. Voilà, Volotea, ça me revient. On retourne dans le hangar. Là, c'est en cours de construction. Là, on vient de finir, donc c'est encore un peu la panique ici. Ouais, bon, de toute façon, ça vit. Hein. C'est un hangar de club. C'est pas, on n'est pas dans une usine, quoi. Ah bah tiens, si, petit clin d'œil à Fred, regarde. En fait, la mallette, elle était là, elle était cachée. Ouais. La mallette, c'est l'ancienne mallette à Fred. Bonjour à notre ami Fred. Là, c'est votre petit arrière atelier, j'ai envie de dire. Donc, petite servante, caisse à outils, simulateur de vol. Ah oui, vous rigolez pas, vous, dans la formation. C'est carrément le simulateur. Donc là, c'est quoi? C'est que tu commences ici avant de... Ça permet, en fait, pour les jeunes, les enfants, de découvrir et de se rendre compte... Bah, ma foi, pourquoi pas plus tard, quoi. Bien sûr, ah oui d'accord, donc top. Là, petit atelier, rangement, etc. Ok d'accord, bah ça c'est bien. Je crois qu'ici c'est les toilettes, hein, si je dis pas de bêtises. Et puis après on va passer à l'intérieur, on peut rentrer par là j'ai envie de dire. On va passer à l'intérieur, donc là on est dans le local convivial. Le local convivial, dans le clubhouse comme on appelle ça. Le clubhouse du club. Ah ouais, c'est vrai que vous l'avez rénové il n'y a pas longtemps, c'est super joli ce que vous avez fait. Franchement, c'est extraordinaire. C'est Bernard qui a fait ça. C'est Bernard qui a fait ça tout seul? Non, il n'était pas tout seul. T'as pris tes pinceaux, tes rouleaux et t'es parti et tu t'es dit allez, on va rénover l'ensemble. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on a une grande table, quand vous avez vos réunions et tout ça, c'est vachement bien. Ça permet de faire des petits repas sympathiques. Bah bien sûr. Vous avez fait une petite cuisine aménagée, top. Donc là, c'est des petites étiquettes, des petites machines, impeccable. La machine à café, ah non, ça c'est la machine à café qui sert plus ça. Donc là, on a le petit dépliant où il y a tout ce que vous proposez. C'est sympa ce que vous avez fait, franchement, c'est vraiment pas mal. Là-bas, il y a le bureau du chef. Et puis là, on va passer dans la partie, je trouve, moi, personnellement, qui est super intéressante. C'est votre salle d'élèves. Alors moi, je serais arrivé là, quand j'ai commencé ma formation, j'aurais fui. J'aurais fui parce que j'aurais dit, oh là, c'est une salle de cours ultra high-tech pour devenir pilote de ligne. Mais non, mais là, vraiment, Bernard, tu nous as fait une salle... incroyable. Moi, encore une fois, j'ai été dans beaucoup de clubs. C'est pas pour dire parce que c'est vous, mais je crois que c'est le seul endroit où j'ai vu ça. Hein. C'est nécessaire si on veut travailler dans de bonnes conditions. Oui. Et puis ici, on est quand même centre d'examen de la FF Plume. Alors ça, excuse-moi Bernard, je te coupe. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. J'avais pas bien compris. Ici, on peut passer son théorique. Exactement. On peut passer son examen théorique. Donc, une fois qu'on a bien potassé, etc., voilà. On vient chez vous. Et on vient passer son théorique. On vient passer. Donc ça, je savais même pas que ça pouvait être fait comme ça, tu vois. Alors moi j'en fais à peu près déclenche un examen au moins une fois par mois. D'accord, ok. Donc une fois par mois, tu as des élèves qui viennent, ils passent leur examen. 4 maximum, mais souvent c'est plein. Donc c'est pour ça que tu as tous ces postes de travail finalement qui te servent pour ça et aussi pour tes élèves, etc. Le petit tableau pour faire un peu les crowbars, etc. Et là, tu as carrément la petite télé. Ouais. Donc là, avec tout le... comment ça s'appelle, la mécanique de vol, etc. Non, c'est vachement bien fait. Franchement, vous avez... Comme ça, on peut travailler. Et puis, vous avez des conditions de travail qui sont extraordinaires. Donc là, effectivement, la petite affiche, examen en cours et tout ça, donc nickel. Est-ce que tu peux nous dire, Bernard, je vais te poser 2-3 questions comme ça pour ceux qui connaissent pas et qui découvrent. Comment ça se passe? Donc quand on arrive, on veut devenir pilote ULM, on vient chez vous, comment ça se passe? Clairement, on vous appelle et dis-moi le processus. Déjà, si c'est une première fois, il faut venir avec un certificat médical de son médecin. D'accord. Pour pouvoir faire la déclaration auprès de la DGAC, parce qu'à partir du moment où on commence la première heure de vol, on doit être déclaré. D'accord. Après, ces déclarations sont faites. C'est une organisation avec un des 3 instructeurs, parce que nous sommes 3, et l'élève. D'accord. Et après, il y a une gestion qui se fait informatiquement pour savoir quand ils peuvent se réunir. Et ok. Ici, l'élève, il commence
et sa première heure de vol, jusqu'à son brevet final, document fourni, on fait tout ici. Il commence ici, il fait son théorique ici, il fait sa pratique ici, il fait son passage d'examen final ici. Ok, donc vous assurez vraiment le cursus du début à la fin, ça c'est vachement bien. Vous assurez, j'imagine, tout ce qui est cours, les cours théoriques, avec l'aide du manuel à l'époque qu'on se servait, où j'ai perdu le nom. Et puis il y a aussi des petits logiciels qui nous permettent de gagner du temps. Ah oui, donc là tu nous as mis une petite démo effectivement avec des petits stats. Ah oui, d'accord, ok, ah oui, donc c'est vachement bien fait ça. Ouais, ça explique l'importance, etc. Ah oui, c'est vraiment bien votre truc. Formation vraiment de qualité. Et alors du coup, parce que c'est toujours ce qu'on parle à chaque fois, c'est quoi c'est forcément plus cher chez vous, avec toutes ces infrastructures extraordinaires, ou alors non, pas spécialement. D'abord, on fait partie de l'ASPTT. D'accord. On est donc, je dis pas une verrue, mais quelque chose d'à côté. Donc l'ASPTT, rapidement, c'est quoi? C'est une association? Voilà, c'est une association qui vient de l'ASPTT, qui était en fait le début lié par, comment on appelle, les comités d'entreprise. D'accord, ok. Et ça existe au niveau complètement français, puis ça, c'est une activité particulière. Oui, c'est un truc à part qui avait été fait peut-être par des membres de cette association. Voilà, en fait, on a encore le nom, on est toujours en rapport avec eux, les locaux leur appartiennent. D'accord. Les machines aussi. Oui, donc finalement, en fait, ça permet peut-être un peu d'amortir un peu les coûts, etc., de proposer quelque chose un peu de plus avantageux par rapport grâce à ça, quoi, finalement. Exactement. C'est pour ça qu'on est à 87 € de l'heure aujourd'hui. Oui. C'est fluctuant en fonction des carburants et des nouvelles normes. Bien sûr, oui, vous adaptez. Voilà. Mais on fait ça, tout ça, pourquoi? Parce que on a la chance d'avoir maintenant un responsable mécanique qui est un ancien mécanicien de Mirage. D'accord. Ça compte? Oui, bien sûr. Quand tu as des professionnels, effectivement, qui sont là pour encadrer certaines choses, même si on a beau dire que l'ULM, faut tout faire soi-même. Mais bon, quand tu as des gens qui mettent les mains dedans et qui savent de quoi ils parlent, c'est quand même plus intéressant. Et comme disent les militaires, pour que ça tourne rond, faut être carré. Ça, c'est une expression de militaire. Ah, d'accord, ok. Non, c'est clair qu'il faut ce qu'il faut. Ok. Donc vous avez des super conditions. Et donc du coup, vous formez combien d'élèves ici finalement, en moyenne, bien sûr, à peu près par an? En circulation moyenne, on a toujours entre 10 et 15 élèves. Ah oui, 10 et 15 élèves, c'est énorme en fait. C'est énorme. Et après, on s'aperçoit qu'en termes de passage, on est à 3-4 brevetés par an. 3-4 brevetés par an, oui, c'est déjà énorme. Moi, je te dis que par rapport à ce que je vois, pour eux, on est quand même à Caen. On n'est pas dans l'agglomération, je vais dire, d'une grande ville. Hein. Caen, c'est pas non plus super grand. J'ai encore 8 numéros en attente qui vont commencer et qu'on n'a pas le temps de prendre. Ah oui, d'accord. Mais là, il faut racheter des machines, Bernard. Il faut pousser les locaux, il faut faire quelque chose. Il faut des instructeurs. Il faut des instructeurs, ouais. Malheureusement, c'est le nerf de la guerre. C'est ce que je disais tout à l'heure à notre ami Philippe. Il faut qu'il passe son brevet d'instructeur parce que c'est toujours le problème. Là, ici, vous êtes 3 instructeurs. Mais pour que tout le monde se libère, etc., c'est toujours le nerf de la guerre. C'est compliqué. Je ne peux pas parler personnellement sur la qualité de la formation. Mais il y a un truc que je dis souvent. Il y en a un qui a commencé ici, ça fait maintenant 4 ans. Il est maintenant pilote de ligne. La deuxième, elle a arrêté et elle était copilote d'hélicoptère de combat. 5 ans avant, elle vendait des fringues d'enfants à Caen. D'accord, oui, donc en fait, finalement, on peut très bien s'être réorienté. Oui, voilà, c'est un pied à l'étrier qui est extraordinaire. Ça reste un fonctionnement associatif. Il n'y a pas de... Enfin, en gros, vous payez une cotisation à l'année. C'est très clair. On paye d'abord obligatoirement l'inscription à FFLUM qui est de l'ordre de 80-85 €. D'accord. Oui, donc vous êtes affilié à la FFLUM de toute façon dans tous les cas. Et on a actuellement, on paye 150 € par mois d'inscription ici, ce qui nous fait une assurance totale dans la machine de toutes les personnes. Ils n'ont pas besoin de s'assurer plus. D'accord. C'est le club qui assure. Oui, c'est le club qui assure les machines. D'accord, ouais, donc comme ça vous n'êtes pas embêté. Ouais. Donc finalement, on peut se retrouver avec une heure de vol qui est tout à fait correcte à 87 €, voler avec des machines qui sont quand même assez récentes, qui sont bien entretenues, et avoir une formation de qualité chez vous, quoi. Non, mais c'est extraordinaire. Comme je disais, moi, je n'ai pas été formé là, donc je ne vais pas parler sur de mon retour d'expérience. Mais par contre, je sais qu'il y a un truc qui est incroyable ici. Et ça, faut vraiment le dire et faire passer le message, parce que ça, c'est une grosse lacune qu'il y a dans le monde de l'ULM. J'ai l'impression, en tout cas, ça c'est moi qui dis l'impression, parce que voilà, je l'entends souvent quand même. C'est ici, comme on est sur un aérodrome, tu pourras me le confirmer, mais je le vois, de toute façon, on va pas se mentir, comme je vole quand même de temps en temps ici, c'est la radio.
La radio ici, c'est incroyable. C'est vraiment, on a l'impression qu'on est à Roissy. Hein. Un élève qui finit, quand il est breveté, qu'il a sa radio ici, il peut aller partout. Ah bah oui, non mais là on est d'accord. Là ici c'est de la vraie radio. Et il se sent bien parce qu'il a l'habitude. Oui. Et ça c'est important. On n'est pas meilleur que les autres, mais on a l'occasion d'être dans le clou d'une classe D, donc c'est très important. Oui, parce que là, ici, quand tu pars en général dans la journée, il y a toujours un contrôleur dans la tour qui est là pour te driver du début à la fin. Il faut suivre quand même le protocole dans les règles parce que tu as un contrôle, parce que des fois tu arrives dans des zones où même si c'est classé, mais des fois le contrôleur il est pas là ou machin. Bon voilà, mais là ici non, tu es obligé de respecter ce qu'il faut du début à la fin, que ça soit pour t'intégrer, que ça soit pour sortir du circuit, etc. Donc tu es vraiment constamment en train de travailler à la radio, il n'y a pas le choix. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu débutes ta formation, même si forcément l'élève il va pas commencer tout de suite à parler à la radio, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait il entend tout de suite ce qui se passe. Tous les instructeurs sont extrêmement vigilants à utiliser toujours les mêmes mots pour que ça aide à ce que ça se digère par l'élève. Parce qu'en général, la radio, pour la communiquer, tout le monde parle. Ça, c'est facile. Oui. Mais le gros problème quand on apprend la radio, c'est le collationnement. Parce que ce qui est important, c'est pas ce qu'on dit. Si, c'est important, mais c'est surtout ce que l'on reçoit qui doit nous indiquer où on se situe dans l'espace, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on est en sécurité ou pas. Et ça, c'est capital. Et la plus grosse difficulté qu'il y a dans la radio, c'est le collationnement et sa situation dans l'air par rapport aux autres machines. Oui, bien sûr. Non, mais c'est clair, faut quand même... Et puis là, en plus, ça rajoute un deuxième truc, parce que je le vois, j'ai volé tout à l'heure, on a volé ensemble, et je le vois en plus, ça rajoute, je trouve, un stress pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Hein. Moi, j'ai pas honte de le dire, je suis pas à fond dans la radio, etc. On commence la radio à partir du entre le 5e et 10e vol, selon l'aisance de la personne qui commence. Bien sûr, mais ce que je voulais rajouter, c'est que ici, en plus, au-delà du fait que ça parle beaucoup, c'est que ça parle beaucoup anglais en plus, c'est que ça parle énormément anglais. C'est qu'en fait, alors il y a les pilotes, j'ai l'impression, de l'autre côté de la Manche, et puis je sais pas pourquoi il y a pas mal de pilotes, c'est les avions de ligne. Voilà, ils viennent, ils parlent en anglais, donc en fait il y a beaucoup d'anglais, donc c'est mélangé entre l'anglais et le français. Ah, c'est hardcore. Hein. Pour un petit pilote comme moi qui a appris dans les champs où il y avait personne là. C'est vrai que c'est complètement différent. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bien en allant dans les champs. Non, bien sûr. Parce qu'il y a souvent un défaut qui est imaginé, ah oui, mais vous faites la radio, vous faites tout ça. En fait, vous n'êtes pas des pilotes comme les autres, vous êtes déjà des pilotes. Mais non, on a cette capacité de pouvoir aller dans n'importe quelle zone avec le même plaisir. Autour de Caen, on a de la chance, on a une piste, deux pistes, une piste de 200 mètres, une piste de 350 mètres, une piste de 250 mètres, où on a une piste qui est pratiquement une piste montagne. Et ça dans un rayon de 20 nautiques, donc c'est quand même exceptionnel. Quoi. Oui, mais il y en a qui vont te dire, après ça dépend, il y a toujours des extrêmes, qui vont te dire l'ULM c'est pas de radio, on s'en fiche, on décolle, on fait ce qu'on veut. Bon là, voilà, chacun conçoit les choses comme il veut. Quand on fait un lâcher d'élève, il est déjà... Ah bah oui, non mais on est d'accord. Merci Bernard pour ton témoignage. Et c'est hyper important d'avoir des clubs comme ça qui fassent un peu vivre l'ULM et puis qui transmettent le savoir, parce que malheureusement s'il n'y a pas des gens comme vous qui s'attellent à cette tâche, on arrive à avoir ça régresse quoi, ça, le niveau il baisse et puis il faut pas pour garder un niveau de sécurité, etc. Il faut pas. Ok, en tout cas merci à toi Bernard, et puis j'espère à bientôt, pour voler à Caen pour les élèves. Salut, ciao.